Oui. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, il y a aussi un influenceur algérien sous OQTF, Zazou Youssef, qui appelait à commettre des attentats en France, qui a été interpellé à Brest. Je vais vous faire débattre sur ce thème, mais justement, je voulais vous faire écouter, c'est assez cocasse aussi, la réponse de la porte-parole du gouvernement, interrogée par un journaliste sur ce sujet. Pour être très honnête, je suis pas très au courant de ce dossier particulier, mais je crois que la détermination et du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux et également bien sûr du Premier ministre est totalement entière sur ces sujets. Donc on rappelle, ce suspect a été suivi par plus de 400 000 abonnés sur TikTok. Il a donc été interpellé. C'est Bruno Retailleau lui-même qui a annoncé ce matin son arrestation. Je vous passe les messages haineux sur TikTok. Il appelait à commettre des violences, entre autres le soir de Nouvel An. Raphaël Steinville, le fait que la porte-parole du gouvernement ne soit pas au fait de cette affaire, ça dit quoi ? Je pense que ça dit pas grand-chose. D'abord, Bruno Retailleau, il a communiqué non pas de manière tonitruante, mais par un tweet. C'est pas non plus une conférence de presse où l'ensemble des ministres auraient été alertés par des dépêches AFP. C'est pas pour minimiser le rôle ou les absences de la porte-parole du gouvernement, mais je pense que c'est pas absolument signifiant. Je pense que on est dans c'est un thème qui est pas important, c'est ça ? Non, mais ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Oui. Bien sûr que c'est important, et bien sûr que le fait qu'un influenceur avec 400 000 abonnés puisse menacer la France, appeler presque à un djihad sur notre terre, répandre la haine, c'est important. Mais c'est quelque chose qui datait du matin, qui n'a pas forcément été débattu entre ministres, et qu'elle... Finalement, elle s'en est sortie presque par une pirouette en expliquant que et Gérald Darmanin et Bruno Retailleau étaient très au courant et poursuivaient avec toute l'acuité nécessaire le dossier. Mais moi, je trouve pas ça ravageur pour elle, en tout cas. Oui, bon. Nathan Devers, oui. Moi, ce que je trouve ravageur, c'est que cet influenceur, il avait 400 000 abonnés. Que là, les propos, alors on va pas les lire et les dire parce que il est tôt et qui sont d'une vulgarité, d'une laideur, d'une atrocité inouïe. Mais se dire, voilà, le phénomène de la haine en ligne, il faut un moment le regarder en face. Et la haine en ligne, c'est pas seulement des petits internautes anonymes, ivres derrière leur clavier, qui écrivent des bêtises. La haine en ligne, c'est des personnalités publiques qui sont starifiées, qui obtiennent de l'audience parce qu'ils véhiculent un discours de haine. Si vous voulez, c'est pas une pathologie. Aujourd'hui, si moi, par exemple, demain, je voulais avoir 60 000 abonnés sur Twitter en un mois, je m'y prendrais pas en mettant des messages humanistes ou en mettant des messages nuancés, ou j'écrirais des messages qui volent tout en bas, qui sont au niveau zéro. Tous les matins, je stigmatiserais quelqu'un pour en faire le bouc émissaire de mes followers et monter ma communauté contre cette personne. Et puis à terme, j'obtiendrai en effet 60 ou 100 000 abonnés. Pourquoi je dis ça ? C'est une expérience de pensée, mais parce que quand vous regardez aujourd'hui le phénomène de la haine en ligne, malheureusement, il y a cet influenceur, et c'est absolument scandaleux, et en effet, il faut qu'il soit interpellé, qu'il soit jugé, etc. Mais vous regardez aujourd'hui le niveau du débat public. Tous les jours sur Twitter, vous avez des gens qui sont harcelés par des meutes qui sont souvent provoquées, qui sont déchaînées, parfois même par des responsables politiques, ou par des éditorialistes, ou par des gens qui, en tout cas, ont la responsabilité de la parole publique. Vous voyez tous les jours ce comportement quasiment de guillotine avec une mort symbolique. C'est plus le sang qui coule, mais si vous voulez, c'est l'âme des gens, c'est leur honneur, c'est leur respectabilité. Et donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut voir en face, pas comme une pathologie, mais comme vraiment la structure même dont fonctionne, hélas, l'agora démocratique française. Alors, ce qui retient l'attention, évidemment, c'est que cet influenceur était aussi sous OQTF et il était déjà connu des services de la police. Dans la même journée, il y avait une comparution immédiate aujourd'hui de 2 Algériens qui avaient été arrêtés le jour de Noël aussi pour un braquage d'une pharmacie, qui avaient été relâchés faute de place dans un centre administratif de rétention. Ils ont recommis un larcin, donc ils ont été à nouveau interpellés, cette fois-ci jugés. On va en parler juste après la pub avec vous. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux.
Et donc on parlait de ces OQTF, deux cas illustrés aujourd'hui, l'influenceur algérien sous OQTF qui a été interpellé et deux autres interpellés, relâchés une première fois, faute de place dans un centre de rétention administratif. Ils devaient passer aujourd'hui en comparution immédiate. Raphaël Steinville, ça pose deux questions. La place déjà en centre de rétention administrative et puis finalement après, que va-t-il se passer puisqu'il y a peu de chances que l'Algérie les reprenne. Je pense qu'on pourrait même développer le nombre de questions que soulève ce genre de cas que l'on traite trop régulièrement. La première question qui se pose déjà, c'est que dès lors qu'un clandestin met le pied sur le sol français ou le sol européen, il sait que quels que soient les méfaits qu'il pourrait faire, il ne sera jamais reconduit aux frontières ou sinon presque de manière hasardeuse. On sait que le taux d'exécution de ces OQTF, il est très faible, moins de 7%. S'agissant des Algériens, c'est encore plus faible. Effectivement, l'État algérien ne pourvoit pas au laissez-passer consulaire que les préfectures réclament, et ça condamne le système, à l'impuissance. Donc on peut déplorer d'être finalement impuissant et de constater tout ça, mais le problème initial, c'est que nos frontières n'étant pas tenues, on se retrouve à pleurer de ne pas pouvoir régler le problème de l'immigration clandestine en France. Nathan Dever, aujourd'hui, quels sont les leviers justement sur l'Algérie? On a évoqué ensemble cette semaine le cas de Boualem Sansal. On voit les relations très détériorées. C'est vrai que la marge de manœuvre est faible. Alors déjà sur la question des OQTF, je pense qu'il ne faut pas voir cette question à travers le prisme de la délinquance, pour une raison très simple. C'est que l'OQTF, ce n'est pas une expulsion effective, c'est un acte administratif qui porte mal son nom, parce que c'est pas en fait une obligation de quitter le territoire, parce qu'il y a des recours. Donc c'est pas une obligation, si vous voulez, immédiate. Ça lance le chemin d'une obligation éventuelle. Mais l'expulsion n'est pas la conséquence exclusive de l'OQTF. Les recours peuvent donner lieu à quelque chose, premièrement. Deuxièmement, en tant que mesure administrative, elle n'est pas toujours liée à des cas de délinquance. Et en fait, même, elle l'est marginalement. En 2022, je cite les chiffres de 2022, mais ils n'ont pas énormément évolué, vous avez seulement 7,3% des OQTF en France qui sont motivés par une menace de trouble à l'ordre public. Et dans beaucoup d'autres cas, c'est des choses administratives. Vous n'êtes pas en règle, etc. Donc il y a parfois des travailleurs qui sont sous OQTF pour des raisons purement administratives. Maintenant, sur la question d'un individu qui a commis des délits, qui a par exemple cambriolé la pharmacie, ou qui a appelé à commettre des massacres sur son compte sur les réseaux sociaux, qui est sous OQTF, en effet, la question de leur application elle est centrale. Et là, ça pose le problème de la relation diplomatique qu'on a avec les pays concernés. Sur l'Algérie, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que l'erreur d'Emmanuel Macron en 2017, ça aura été de se mettre en position de faiblesse vis-à-vis de ce régime, qui est un régime autoritaire, qui est un régime oligarchique, et qui est un régime qui n'est pas un régime, qui n'est démocratique qu'en apparence. Quand Emmanuel Macron était candidat aux élections présidentielles, il est allé à Alger pendant 3 jours, il a rencontré tous les oligarques du régime, et il s'est mis c'était le fameux déplacement où il avait parlé du crime contre l'humanité, il s'est mis dans les dispositions d'une relation de faiblesse vis-à-vis de l'Algérie. Il en est revenu. Il n'y a pas très longtemps. Il en est revenu lorsqu'il a fait la paix avec le Maroc, qu'il a apaisé la relation, qu'il a retrouvé cette amitié-là. Mais en tout cas, si vous voulez, le bras de fer avec ce régime qui choisit lui-même de nous faire un bras de fer, qui nous désigne en permanence, il faut regarder les médias nationaux algériens, qui passent leur temps à insulter la France, à nous accuser de tous les maux. Quand il y a un problème la France et Israël. Il n'y a pas un seul juif en Algérie, mais quand même, Israël est responsable de tous les problèmes, même d'eau potable à Alger, c'est toujours Israël et la France. Donc évidemment qu'il faut avoir une relation de force avec ce pays, d'autant que la France a des moyens. Sans même parler de la question des visas. Vous avez beaucoup de membres de l'élite politique algérienne, les mêmes qui passent leur temps à insulter la France, qui ont des fonds en France, qui passent leur temps à aller en France pour aller se faire soigner, etc., etc. On a des moyens d'attaquer, encore une fois, non pas le peuple algérien, pas du tout, mais ce régime, cette oligarchie qui empêche à ce peuple d'être épanoui. On dénonce les accords de 1968, on rentre dans un rapport de force, parce que c'est vrai que c'est ce que disait l'ancien ambassadeur, Xavier Driancourt, qu'on est un petit peu naïf, que le pouvoir algérien, je le cite, ne comprend que le rapport de force. Moi, je pense qu'avec l'Algérie, il y a une grande erreur que la France a faite depuis longtemps.
c'est qu'elle n'a jamais présenté ses excuses pour la colonisation. Donc on est tout le temps dans une sorte d'inflation verbale à côté, où on dit ceci, cela, machin. On n'a jamais dit la France demande pardon. Et je pense qu'un président demander pardon pourquoi faudrait-il ne pas demander pardon? La colonisation, en effet, était une tâche et c'était indéfendable d'aller en Algérie en 1830 et tout ce qui s'est passé après. Mais une fois qu'on a demandé pardon, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que de raisonner comme ça de manière simplifiée en expliquant que c'était une tâche, que la France n'a rien apporté à l'Algérie et l'Algérie en tant que telle n'était pas était sous l'empire, sous la domination ottomane et n'était pas ce qu'elle est devenue. En effet, on peut dire que la France a construit des autoroutes, etc. Mais ça, des hôpitaux, avec ce genre d'argument, on peut réhabiliter beaucoup de régimes parce que Adolf Hitler a construit beaucoup d'autoroutes aussi. Non, là, justement, Nathan, c'est vraiment là, on est dans la simplification. Et vous savez que la chose elle est beaucoup plus complexe que ça. On est à la radio, je simplifie. Je parle pas en disant cela des Français qui habitaient en Algérie, qui étaient pour la plupart très pauvres, qui étaient pas des colons, qui étaient des gens. Voilà, moi-même j'en viens. Mais Emmanuel Macron en 2017, sauf erreur de ma part, en pleine campagne, a parlé de crimes contre l'humanité. Donc vous voyez, il est à côté quand il dit ça. Plus qu'un pardon. Non, mais c'est pas ça. Il faut demander pardon. C'est même pas nommé demander pardon. Mais une fois qu'on a demandé pardon, on ne demande pas pardon au régime algérien actuel. C'est quand même, Nathan Devers. Mais oui, mais ça s'appelle regarder en face l'histoire qui est la nôtre par rapport au passé. Et une fois qu'on demande pardon, dire par contre ce régime actuel, qui n'a absolument rien à voir avec la colonisation entre 1830 et 1962, là, on va être fort. Là, on va être ferme. J'écoute attentivement, moi, les discours du président Tebboune. Il a tout le temps ça comme argument. D'être, si vous voulez, sur le passé, sur la rente mémorielle, sur le fait que notre rapport mémoriel à la guerre d'Algérie n'est toujours pas réglé, ce qui est le cas. Donc c'est pour ça que je dis, le président Macron aurait dû, dès le début, dire la France demande pardon dès qu'il arrive au pouvoir, comme Chirac l'a fait pour le Veldiv, et ensuite, par contre, être très fort avec ce régime. Macron a parlé contre l'humanité. Gérald Darmanin avait déposé une gerbe sur les tombes des martyrs du FLN. Il y a quand même eu des actes de la part du gouvernement. Mais où sont les crimes de la France, surtout? J'aimerais bien que Nathan, puisque vous avez été très très prompt à expliquer que la France devait demander pardon, mais où sont les crimes de la France en Algérie? On a combien de temps? Non, mais vraiment. La conquête de l'Algérie. Le débat n'étant pas là, mais je vous laisse terminer. C'est oublier les razzias, les raids qui étaient faits sur les côtes françaises. Non, franchement, l'histoire est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse d'un coup d'un seul considérer que la France s'est compromise en Algérie, n'a rien apporté et voire même à participer d'un crime contre l'humanité. Je pense que ça, c'est une vision qui est biaisée de la France. J'ai pas employé le mot de crime contre l'humanité, mais je dis juste que la conquête de l'Algérie en 1830 et entre 1830 et les années 1850-60, c'est passé dans des conditions archi-violentes. Napoléon III lui-même ne voulait pas d'une colonisation en Algérie. Il avait bien compris que c'était une catastrophe. La manière ensuite dont le système colonial s'est imposé pendant la Troisième République était évidemment avec des gens, deux catégories de citoyens. Enfin, c'était le contraire de tous nos principes. La répression des révoltes en 45 était une catastrophe et c'était un carnage. La répression en 54, pareil. Et évidemment, en disant ça, c'est pas pour excuser ou pour avoir la moindre complaisance vis-à-vis des terroristes du FLN quand ils ciblaient des civils. Et c'est pas pour insulter les Français qui habitaient en Algérie depuis plusieurs générations et qui, pour la plupart, je le répète, étaient extrêmement pauvres et qui étaient eux-mêmes exploités par ce système et qui aimaient ce pays et qui aimaient cette terre et qui ont été chassés dans des conditions terribles. Mais encore une fois, juste dire pardon, demander pardon, ça suppose, c'est par rapport au passé. Par ce régime qui ne vit que sur le fait que la France n'a pas demandé pardon, il arrêterait d'avoir cet argument de chantage à l'instant même où on demande pardon. Il n'y a pas que ça, il y a aussi eu l'histoire du Sahara occidental, ça n'a pas beaucoup plu au président algérien. Le fait d'avoir demandé... S'il avait demandé pardon même avant, je ne suis pas sûr que ça aurait changé les choses avec cette affaire du Sahara occidental qui a beaucoup braqué le président algérien ces derniers temps. En une phrase, moi j'appelle à être très fort et très ferme avec le régime algérien actuel, et je trouve que la France a été beaucoup trop faible, qu'elle a été trop faible notamment en mettant en danger notre amitié avec le Maroc, qu'elle a été trop faible au moment du Irak, où la France avait vraiment des moyens d'agir pour affaiblir le régime algérien, qu'elle est trop faible quand il y a l'arrestation absolument insupportable de Boualem Sansal, et que pour l'instant, alors peut-être qu'on a des informations qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont secrètes, mais pour l'instant, en tout cas, manifestement, il ne se passe rien de concret pour le faire libérer, qu'elle est trop faible avec cette élite qui passe son temps à cracher sur la France, mais qui en effet a de l'argent en France et va se faire soigner en France, et qu'elle devrait par ailleurs s'excuser sur le passé. Et c'est pas contradictoire à mon avis de dire les deux. Oui. Raphaël Steinville, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point parce que quels sont les leviers désormais sur les visas, sur l'accord de 68 Non, mais alors, je pense que est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'on en a? S'il faut revenir sur la loi les accords de 68, malheureusement, ça passe par la loi, et aujourd'hui, compte tenu de la configuration de notre paysage politique,
c'est quasiment impossible. Il faut la légitimité d'un président, il faut que ce soit porté par un discours et une campagne. En l'occurrence, c'est impossible. En revanche, d'autres leviers existent. On a expliqué déjà à l'envi que sur les transferts d'argent entre la diaspora algérienne vers l'Algérie, il y aurait matière à pouvoir avoir des mesures de rétorsion, compliquer les choses. Idem sur les visas. Il y a un certain nombre de leviers qui existent et qui aujourd'hui ne sont jamais employés. Oui, on continue quand même de donner 200 000 visas pour les Algériens en France. Hein. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a bien bloqué les fonds d'un certain nombre d'oligarques russes qui étaient compromis avec le Kremlin. On pourrait tout à fait se dire que les quelques oligarques qui tiennent l'Algérie et qui encore une fois empêchent au peuple algérien d'être libre sur sa terre et d'être vraiment indépendant. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Algérie, c'est de l'indépendance algérienne, c'est qu'il y a un régime qui capte toutes les richesses, qui prive les citoyens de droits, qui met des écrivains en prison. On pourrait tout à fait imaginer de taper cette oligarchie qui tient le pays, au lieu de se coucher devant elle. Je rappelle qu'il y a pourquoi on se couche? C'est ça la question, parce qu'il y a peut-être des arrière-pensées, il y a des intérêts économiques, notamment le gaz naturel, il y a une communauté algérienne très importante en France, dont on a peut-être peur de la réaction, j'en sais rien. Je pense que la mauvaise conscience française, et qui a été largement développée par Nathan Devers, cette espèce de souci permanent de la repentance et de l'auto-flagellation, empêche finalement de rentrer dans ce bras de fer qui serait nécessaire avec le pouvoir algérien. Moi, je pense que c'est presque l'inverse. Que c'est commencer juste par dire pardon, ça permet précisément d'aborder le présent sans mauvaise conscience. Enfin, en tout cas, en le voyant en face et sans rester dans cette béance mémorielle messieurs. Et cette blessure mémorielle. On vous mettra pas d'accord sur ce point. Mais écoutez, il y a eu du débat au moins. Merci Nathan Devers, merci Raphaël Steinville. Je sens que le débat va continuer dehors. Merci à vous, excellent week-end.